allons maintenant accueillir Annick Péjon, responsable du service éducatif des archives nationales, sur enseigner le Moyen-Âge avec des documents d'archives. Merci beaucoup. Merci à vous, bonjour à tous. Donc, je vais vous proposer en fait une petite présentation qui devrait durer à peu près 45 minutes, avec l'idée bien sûr après d'avoir peut-être aussi un temps d'échange. C'est vrai que dès qu'on parle d'enseigner avec des documents d'archives à la période médiévale, on a tout de suite quelques réticences parce qu'effectivement on sait qu'on va avoir affaire à des documents qui sont parfois difficiles d'accès à cause de la langue, à cause de l'écriture. Et généralement, en fait, souvent, et on le voit d'ailleurs, c'est le reflet qu'on a dans la plupart des manuels scolaires, on a généralement plutôt le choix de documents iconographiques qui vont être privilégiés. Aussi parce qu'effectivement, ce sont des documents qui sont généralement conservés dans les fonds d'archives, donc d'un accès plus difficile, et il faut généralement à ce moment-là passer par des services éducatifs d'archives dont je parlerai tout à l'heure. Donc c'est vrai que ces obstacles pour accéder aux documents d'archives expliquent souvent aussi des choix qui sont faits au sein même des manuels. J'en dirai quelques mots par rapport justement à ce que vous pouvez trouver dans les manuels et ce que l'on a le droit de regretter. Donc ce sera un petit peu une première partie sur justement l'ensemble de ces obstacles. Ensuite, fort heureusement, il y a quand même un certain nombre de solutions qui sont généralement seulement proposées par ces services d'archives et qui permettent en fait une utilisation de documents assez variés conservés dans les fonds des archives. Et puis, un troisième temps sera consacré en fait à des expériences un petit peu plus originales, plus difficile souvent à mettre en place, puisque l'idée était effectivement de travailler plus directement sur des documents d'archives écrites, donc avec les soucis et les problèmes que l'on peut imaginer. Alors bien sûr, le but d'une communication de ce type, c'est de vous donner envie, si vous ne l'avez pas déjà fait, de venir dans des services d'archives, et peut-être commencer déjà justement par ça, c'est-à-dire vous présenter ces services éducatifs très rapidement, depuis leur fondation, c'est-à-dire on va faire un très très rapide historique, ça commence dans les années 50, quand le directeur des archives de France de l'époque, Charles Bréban, décide en fait la création, d'abord aux archives nationales, et puis ensuite dans les archives départementales, de services éducatifs d'archives, avec des enseignants à l'origine qui sont mis à disposition dans les services. Alors cette situation a quelque peu évolué, c'est-à-dire que la mise à disposition a été souvent transformée en fait par des heures de décharge d'abord, et puis aussi aujourd'hui beaucoup par la mise en place en fait de professeurs relais, et leur service vient en sus de leur service habituel, ce qui fait qu'effectivement ils ont des tâches nombreuses qui sont à la fois des tâches d'enseignement et en même temps effectivement des médiations à assurer au sein de ces services. L'avantage de leur position, c'est qu'en fait ils sont des interlocuteurs privilégiés entre vous, enseignants, et puis les services d'archives, puisque très fréquemment, en fait, c'est vrai que ces travaux de médiation parfois posent quand même un certain nombre de soucis dans les services d'archives pour des raisons de conservation, pour des raisons d'accès, pour des raisons de circulation. Tous les services n'ont pas non plus des espaces de musée. En ce qui concerne plus particulièrement les archives nationales, puisque responsable de ce service au sein des archives nationales, je vais aussi vous parler de notre exemple. Nous sommes articulés aujourd'hui autour de deux sites. Le site historique, que vous voyez sous les yeux avec ce magnifique hôtel de Soubise, qui date donc du début du XVIIIe siècle, et on verra la petite empreinte médiévale sur le côté gauche de l'image. Site qui a été choisi en fait par Napoléon Ier en 1808 pour accueillir les archives nationales, créées donc en 1790, pendant la Révolution, avec cette idée très rapidement que ces archives doivent être ouvertes à l'ensemble des citoyens. Et c'est en fait grâce à ce décret de la Révolution française que nous avons pu aussi développer toute une offre, à la fois pour le grand public, pour qu'il découvre les archives, à destination des enseignants, puisqu'il y a des actions de formation, on en parlera tout à l'heure, et puis également, bien sûr, à destination des élèves, qui sont les plus grands bénéficiaires, en fait, également de ces services, puisque ça leur permet de faire de l'histoire directement à partir du document authentique, du document source, ce qui a un intérêt tout à fait particulier. Donc ça, le site historique. Un deuxième site aujourd'hui, le site de Pierrefitte-sur-Seine, qui a ouvert au public en 2013, avec une répartition entre ces deux sites, qui est d'abord une répartition des fonds. Sur le site de Soubise,
du quadrilatère au cœur du Marais, nous proposons des ateliers qui sont en lien directement avec l'histoire médiévale et moderne. Donc quand on veut effectivement travailler sur le Moyen-Âge, on privilégie l'accès à l'hôtel de Soubise. Mais en fait, nous sommes également très contents de pouvoir accueillir des élèves à Pierrefitte-sur-Seine, bon, déjà sur le territoire de Seine-Saint-Denis, parce que nous avons beaucoup de demandes d'enseignants qui sont sur ce secteur géographique. Et puis c'est également un site qui nous permet de nous ouvrir justement à tout le nord de la France, puisqu'il est relativement accessible depuis, par exemple, l'Académie d'Amiens. C'est relativement aisé de venir sans avoir tous les encombrements d'arriver sur Paris. Et si les documents des archives publiques conservés sur ce site en fait, appartiennent à la période postérieure à 1790, nous avons également des fonds d'archives privés, et celles-ci remontent à peu près au XIIIe siècle, peut-être des documents plus anciens, en tout cas ceux sur lesquels nous avons travaillé jusqu'alors remontent à cette période. Ce qui nous permet en fait sur les deux sites d'exercice de pouvoir donc accueillir enseignants et élèves. Alors, accueillir dans quel cadre? Dans le cadre déjà d'expositions, des expositions grand public, qui ne sont pas des expositions pédagogiques, ce ne sont pas des expositions faites par le service éducatif pour un public de scolaires. Ce sont des expositions donc, à thématique scientifique, ouvertes au grand public, et sur lesquelles en fait, nous allons nous devoir adapter une offre. Donc là, l'exemple que vous avez sous les yeux, c'est une exposition qui s'est tenue en 2007, Chartornay, et qui nous a permis en fait de s'ouvrir davantage et de prendre un certain nombre d'initiatives directement justement sur ces documents qui, sur un plan esthétique, sont très 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 beaux effectivement, mais en même temps il y avait toute une démarche pédagogique que nous pouvions faire à partir de ces documents dans une fourchette en fait qui s'échelonnait du XIIIe au XVe siècle. Donc des documents quand même d'un accès assez difficile, et on voulait justement dépasser ce caractère esthétique du document, pas simplement effectivement, même si on est très content, proposer de l'enluminure ou de la calligraphie ou de la lettrine. C'est à partir de cette exposition qui a vraiment été une étape importante pour nous, pour justement davantage en fait utiliser le document source d'époque médiévale dans nos ateliers. Alors ça passe bien sûr également cette valorisation auprès des scolaires par la découverte directe d'originaux. Donc l'idée est bien effectivement, et ça c'est un des fondements des services éducatifs d'archives, c'est en fait proposer de proposer aux élèves en fait, de découvrir directement les originaux et pas simplement la reproduction qu'ils peuvent en avoir dans un manuel. Ce contact avec l'original, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, et il n'est pas rare. Enfin, je veux dire, je pense chaque semaine, on entend effectivement des enfants qui, devant un de ces documents, nous posent la question de savoir si c'est le vrai. Est-ce que c'est le vrai document? On porte cette parole depuis longtemps, on la porte aussi parce que, bien sûr, la tentation est souvent très grande dans les services d'archives de remplacer le document original par un facsimilé. C'est ce que nous avons, on en a un certain nombre, effectivement, dans les salles d'exposition, en particulier les documents les plus fragiles. Le document le plus ancien des archives nationales, qui date du 7e siècle, qui est sur un support fragile, qui est sur du papyrus, effectivement, c'est un facsimilé, et là, pour des règles de conservation, c'est important d'avoir procédé de la sorte. En revanche, pour d'autres documents, il est vraiment important, ce rapport à l'original est absolument vraiment essentiel. Aussi parce que les enfants, finalement, sont quand même abreuvés d'images. Ils en regorgent sur Internet, à la télévision, dans leurs livres. Et là, c'est vrai qu'on s'aperçoit en fait que l'original en fait, marque un temps, une période aussi. Et c'est un rapport en fait, à la vérité aussi pour eux. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important. Et c'est vrai qu'on tient énormément donc, à ce contact. Donc là, en fait, c'est l'accueil de très jeunes, puisque ce sont des élèves de CM1. Donc on voit tout à fait, en fait, comment leur intérêt en fait, est manifesté par leur attention. Là, on voit bien, effectivement, devant ces documents, et les questions sont quand même très multiples, même si, là, pour le coup, c'est un rapport à l'original sans vraiment entrer dans le document, puisqu'on ne va pas forcément, justement, entrer dans le thème du texte. Mais lire le document, c'est déjà une lecture ou en vieux français, ou en latin, donc on passe dans une autre réalité. Et puis après, effectivement, ça va être d'écrire les sceaux, les moyens d'attache, etc. Donc en fait, on a donc une valorisation qui passe soit par des visites,
comme celle-ci, là, dans le cadre des grands dépôts aux Archives nationales, donc des magasins historiques qui datent du 19e, qui sont un lieu quand même assez emblématique et très impressionnant, qui suscite l'intérêt des grands comme des petits. Donc toujours un petit peu ce même système, il est bien évident que quand on met à disposition des documents originaux, il faut le faire en prenant un certain nombre de précautions. Le plus simple, c'est tout simplement la mise sous vitrine de documents, qui permet effectivement de pouvoir rassembler aussi un petit groupe en assurant toutes les règles de sécurité autour de ce document. L'autre moyen, ce sont des ateliers. Alors, atelier pédagogique. Là, un atelier dont je vous parlerai un petit peu plus loin, qui s'appelle Verba volant scripta manent. Et si le titre est en latin, c'est parce que justement, l'idée est bien de travailler avec les élèves sur des documents donc, en latin. Et puis, bien sûr, il y a également la valorisation, à côté de la valorisation du patrimoine archivistique. Vous avez vu en entrée l'hôtel de Soubise. C'est aussi bien sûr la valorisation de tout le patrimoine immobilier. Alors, comme vous avez entendu beaucoup de choses sur la guerre aujourd'hui, petit moment de détente, donc avec un bal de la princesse dans l'hôtel de Soubise, dans un décor style rocaille, 18e siècle, où nous initions donc là les enfants à la contredanse, pour effectivement leur permettre d'aborder, de s'initier au mode de vie dans un hôtel 18e siècle. Alors, patrimoine immobilier également, avec les 2 tourelles d'Olivier de Clisson, donc connétable du roi de France à la fin du XIVe siècle, qui bien sûr a été le prétexte pour nous de créer aussi des ateliers autour justement de la vie des chevaliers, et de faire donc des liens avec des documents qui sont conservés aux archives. Donc voilà pour cette rapide présentation, sachant bien sûr que l'avantage d'un service éducatif d'archives, c'est qu'on va pouvoir proposer toute une série d'activités par rapport à nos fonds, mais on va aussi en fait travailler en collaboration avec des enseignants qui viennent vers nous avec des projets. Et vous verrez que dans les projets que je vais vous présenter, un certain nombre également sont nés d'un projet pédagogique, d'une équipe pédagogique qui vient vers nous en disant voilà, moi j'aimerais bien qu'on travaille sur telle thématique. Donc on va à ce moment-là effectivement les accompagner, ça peut être un projet sur l'année, sur un trimestre ou un semestre. Et c'est vrai que là nous avons beaucoup de demandes également dans le cadre en fait, de la mise en place des EPI, qui est une grosse préoccupation de la rentrée, et un certain nombre d'éléments de réponse qui entrent en fait aussi avec des préoccupations que nous avions depuis longtemps, puisque il y a 10 ans, quand je suis arrivée donc, aux Archives nationales, nous recevions 85% d'élèves du primaire. Donc il fallait un constat, comment faire venir des élèves du collège et du lycée. La grosse difficulté, c'était qu'effectivement, contrairement aux élèves, aux professeurs de l'école primaire, celui-ci est libre de pouvoir disposer de son temps, de sa matinée ou d'un après-midi. Alors que le professeur de collège ou de lycée va devoir négocier les 2 heures de mathématiques qui occupent ses élèves pour le reste de l'après-midi ou de la matinée. Et donc l'idée a été assez rapidement de proposer donc déjà des ateliers qui permettaient en fait de satisfaire à la fois le professeur de sciences physiques, de chimie ou d'art plastique, de lettres, pour qu'il vienne en fait avec son collègue d'histoire et géographie pour des ateliers. Donc ça nous permet aujourd'hui, je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres, mais on a aujourd'hui 45% de primaires, ce qui veut dire que les collégiens et les lycéens se partagent les 55% restants. Donc un équilibre davantage maintenant entre secondaire et primaire, grâce justement en fait à ces parcours pluridisciplinaires. Donc autre spécificité du service, des services éducatifs et de celui des Archives nationales en particulier, nous accompagnons donc des enseignants dans leur démarche pédagogique. Nous proposons des ateliers, et pour ceux que ça intéresse, j'ai quelques petites brochures à mettre à votre disposition. Nous proposons donc des ateliers interdisciplinaires, mais en même temps, en fait, même s'ils sont en lien avec les programmes de l'éducation nationale, nous avons aussi une certaine liberté pédagogique. En fait, on est véritablement dans les champs de l'éducation non formelle, ce qui permet de développer des projets plus originaux, en accompagnement également de projets que les enseignants donc, proposent.
Voilà, donc ça c'est pour nous une dimension qui est très importante, parce que c'est aussi, on le vit comme ça, et beaucoup d'enseignants qui viennent vers nous également, le vivent en fait comme un espace également de liberté pédagogique. Hein, même si effectivement c'est ancré les démarches sont ancrées dans les programmes scolaires. Voilà donc pour cette présentation et ce fonctionnement en fait de services éducatifs d'archives. Et on va rentrer en fait plus en avant en fait dans notre propos, c'est-à-dire comment effectivement aborder avec des élèves un document de ce type qui visuellement est très intéressant. Hein, on est déjà frappé par le type de scellement hein, qui montre le nombre également de personnes qui ont pu apposer donc leur marque de validation. Et puis un document bien sûr là qui est quand même assez difficile à lire avec des élèves. Peut-être certains arriveront parmi eux à isoler parfois des lettres, des mots, ce qui leur permettra au moins effectivement de lire, d'identifier la langue qui est employée. Mais on verra que c'est assez curieux d'ailleurs, parfois quand on passe dans des phases de lecture, les réactions des enfants. Alors, très souvent, en fait, c'est vrai que beaucoup d'enseignants redoutent un petit peu, à part la dimension et la présentation esthétique du document, des modes de validation et d'authentification de l'acte, hein, avec ces sceaux sur l'acte parchemin, sur simple queue de parchemin. C'est vrai que l'enseignant va aussi hésiter à s'en emparer, parce que c'est vrai que ça le met aussi en difficulté finalement devant ses élèves. L'élève qui pose la question de savoir mais qu'est-ce qui est écrit, est-ce que vous pouvez nous le lire, c'est pas forcément effectivement une chose évidente que de se mettre volontairement dans cette situation. Alors ça peut être aussi une façon très ouverte de dire bah voilà, c'est aussi un métier. Hein, aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont faites sur l'orientation et comme tous les métiers, il y a des spécialités qui sont la sigillographie, la diplomatique, la paléographie et qui peuvent aussi en fait être une ouverture vers des métiers qui sont totalement méconnus au sein des archives. Après, il faut savoir quand même que heureusement on bénéficie dans les centres d'archives de bases de données. Hein, donc là j'ai extrait ce document d'une base de données qui s'appelle Archim, qui archive donc par l'image, où sont en fait numérisés à très haute qualité des documents qui vont donc du haut Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine et qui sont donc librement utilisables en classe. Elles sont accompagnées, ils sont accompagnés, pardon, ces documents, par donc des notices qui sont assez arides, une analyse vraiment de type archivistique, avec des mots-clés, une cote, qui va permettre de retrouver la référence du document, également donc la date du document, qui est référencée ici, et puis un rapide descriptif qui va permettre, même si on ne peut pas directement lire le document, en fait, de présenter, au moins présenter le contexte de rédaction de ce document. Donc là, vu le thème, je me suis dit que c'était intéressant d'avoir déjà une comtesse de Flandre et de Hainaut qui nous parle d'espaces qui ne sont pas très loin d'ici, de chez nous. Et puis en même temps, donc, toute une réflexion là aussi à aborder sur ces forteresses et l'engagement qui peut être fait en fait de les raser. Donc en ce début du XIIIe siècle, au moment où le pouvoir du roi également se renforce très nettement. Donc le gros défaut en fait de ces fiches, c'est qu'elles manquent de notices pédagogiques. Donc c'est quelque chose sur lequel nous aimerions nous pouvoir avancer. C'est un énorme chantier, un énorme travail. Mais l'idée effectivement est bien en fait à terme d'arriver à proposer toute une série tout un corpus qui serait utilisable plus directement dans la classe. En attendant, effectivement, on travaille avec ce type de documents. Et puis, ce que l'on fait également, parce que c'est qu'on accueille des enseignants dans le cadre de formation. Alors, ces formations, elles sont organisées généralement en collaboration avec l'EDAC ou avec l'inspection. Pour l'instant, nous recevons essentiellement en fait, des enseignants franciliens. Mais on serait très heureux effectivement aussi de pouvoir poursuivre au-delà. Ce sont des formations qu'on ne fait pas forcément non plus tout seul, Archives nationales. Nous sommes un réseau d'archives. Hein. J'ai parlé tout à l'heure des archives départementales. Je n'ai pas encore eu l'occasion de parler des archives communales, mais elles accueillent également les enseignants et les élèves dans certaines conditions, quand les espaces le permettent. Et en fait, tout ce réseau peut participer effectivement à ces actions de formation. À Paris, en fait, régulièrement, nous travaillons avec nos collègues des AD pour justement en fait, faire connaître à la fois les archives nationales et puis des fonds qui sont différents, complémentaires, qui se trouvent dans les archives départementales et qui ont l'avantage d'être aussi dans un espace plus proche. Donc l'idée, c'est de se familiariser, de
se sensibiliser aussi à la manipulation de ces documents d'archives. C'est quelque chose qui était, en fait, pour la plupart des enseignants pendant très 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 longtemps, quelque chose qu'ils connaissaient. Beaucoup d'enseignants de ma génération, finalement, ont fait des travaux de recherche, ont eu l'occasion d'aller aux archives. C'est un petit peu différent, en fait, pour les jeunes enseignants qui arrivent aujourd'hui, qui choisissent des masters enseignement et qui, finalement, sont détournés de la recherche. Et on se retrouve aujourd'hui avec des enseignants on se retrouvera demain surtout avec des enseignants qui finalement n'auront jamais vraiment travaillé avec du document authentique, du document source. Donc ça c'est quelque chose auquel on est très très sensibilisé. Et à côté effectivement de l'accueil des scolaires, des enseignants dans la formation, on est aussi très soucieux d'accueillir en fait les étudiants dans le cadre en fait d'une formation initiale, justement pour les sensibiliser à ces documents d'archives. La grosse difficulté que nous avons en tant que centre d'archives par rapport à un musée, c'est que globalement, n'importe quel enseignant va régulièrement au musée, découvre une exposition, se dit cette exposition est formidable, je vais revenir avec mes élèves pour la visiter. Si on n'a pas effectivement eu la démarche, pour une raison X, Y, d'arriver aux archives, de voir la variété de documents, la richesse également des documents qui sont conservés, et puis en même temps cette espèce de moment magique, vous savez, où je me rappelle encore de mon premier carton d'archives, je suis médiéviste, premier carton d'archives que j'ai ouvert quand j'ai sorti ma première liasse avec des documents scellés, je veux dire c'est quelque chose qui reste longtemps, un souvenir qui perdure longtemps, et les enfants et nos collègues qui viennent effectivement dans le cadre de ces formations sont tout aussi charmés. Alors généralement, on les a mis en place en fait aussi par rapport à une demande. On recevait sur des thématiques un petit peu plus générales, et en fait les enseignants voulaient découvrir les salles de lecture, voulaient voir comment effectivement on faisait une recherche en archives, et on en est arrivé donc à ce type de moment, hein, avec également des séquences véritablement de découverte. Alors vous voyez que le document n'est plus sous vitrine, mais il est encore protégé. Donc on a des systèmes en fait de plateaux rigides sur lesquels le document est posé. Les seaux sont stabilisés pour éviter effectivement qu'ils ne tirent sur les lattes de soie ou de parchemin. Ils sont protégés également par un millard, ce qui permet quand même des manipulations avec ces plateaux qui sécurisent le document, permettent également de travailler dans de bonnes conditions avec nos collègues de la conservation. Toujours, hein, donc, par exemple, rencontre avec un conservateur qui va sortir d'autres formes à côté d'une charte scellée, un rouleau. Là, on est avec dans les grands dépôts, donc dans les fonds qui portent la cote J, donc trésor des chartes des archives nationales, et donc ce petit rouleau que mon collègue en fait déploie devant les enseignants. Et puis bien sûr, on peut aussi passer à la pratique. Et ça, c'est quelque chose qui nous est beaucoup demandé. Un des écueils par rapport en fait, à l'utilisation du document d'archives reste les écueils paléographiques. Faire de la calligraphie, c'est un bon entraînement justement pour arriver à comprendre comment, une fois qu'on a compris comment en fait, se forme la lettre, la lecture va être beaucoup plus facile. Alors, il y a deux façons finalement de faire de la paléographie. Il y a la répétition, être dans le bain directement, puis effectivement faire des exercices directement sur le document. Et puis également passer par des moyens détournés qui peuvent être tout simplement la calligraphie, alors de différentes périodes. Hein. On a mis en place toute une série donc, de ductus, hein. Vous savez, ce sont ces alphabets qui sont agrémentés en fait, de flèches et de petits numéros et qui vous donnent également l'ordre dans lequel on va tracer la lettre. Donc des ductus pour les écritures mérovingiennes, pour une caroline ou pour une gothique primitive, pour citer des exemples qui sont accessibles parce que quand même assez lisibles. Voilà, donc ces ateliers sont donc très fréquemment demandés par nos collègues. Alors ça permet effectivement après déjà d'oser peut-être utiliser un document dans un manuel, mais c'est quelque chose qu'on voit assez rarement. Vous pratiquez des manuels scolaires, j'en ai consulté un certain nombre par rapport à cette petite étude, et je me suis aperçue finalement que c'est très rare de voir la reproduction d'un document écrit dans un manuel scolaire. Et quand le document est reproduit, il est absolument illisible. Donc difficile effectivement de l'exploiter, d'abord parce que, vous voyez, on a une idée hein, de la page, là c'est le manuel Magnard, qui a donc fait effectivement le pari de mettre quelques documents d'archives de reproduction de documents d'archives dans son manuel, mais en même temps, en fait, on a juste le descriptif, la localisation, et puis ensuite, saut de Philippe Auguste, mais effectivement, il n'y a pas de commentaires sur d'autres marques de validation, comme le monogramme.
c'est titré l'affirmation d'autorité royale, mais il faut le croire sur parole, hein, parce qu'on ne peut pas effectivement directement entrer dans le texte. Alors, c'est toujours difficile dès qu'on parle des manuels scolaires et quand on parle avec des éditeurs. Vous savez, chacun se renvoie un petit peu la balle. C'est-à-dire l'éditeur va dire ah oui, mais c'est parce que les enseignants n'aiment pas quand on met des documents qui sont différents de ceux auxquels ils ont habitué régulièrement, on a des plaintes. Et puis l'éditeur, là pour le coup, n'a pas voulu prendre le risque non plus de faire un document davantage en pleine page, mais c'est vrai que c'est ça qu'on aurait aimé voir. Alors, normalement, il est assez... je ne sais pas si... Peut-être que si on éteignait un petit peu, on verrait davantage, hein, mais là, on a effectivement un sceau que l'on va vraiment pouvoir commenter avec... donc on aperçoit un Philippus Dei Gratia Francorum Rex, on voit bien la fin ici. Donc le roi, assis, en position donc, dite de majesté, couronné, hein, tenant fleur de lys et sceptre, et assis donc sur le trône. Et on va pouvoir davantage expliquer comment effectivement on valide et on authentifie un acte avec plusieurs marques, hein, qui sont à la fois le sceau, le monogramme, également le signum du bouteiller, le buticularius, qui est la camerarius, le constabularius, et qui vont apposer donc leur sein pour chacun. Voilà. Après, c'est un document sur lequel on va revenir parce que ça a été en fait un document qui, par sa simplicité syntaxique, va nous servir pour un atelier en latin. Donc ça a été un point de départ. Ça peut paraître peut-être un petit peu complexe au départ, mais vous verrez quelles sont les étapes que nous avons utilisées pour justement pouvoir l'utiliser avec des élèves. Voilà, donc toujours un petit peu déçu par les reproductions que nous avons dans les manuels. Un document que vous connaissez tous, hein, qui me met en colère. C'est dommage parce que c'est un superbe plan. Là, vous voyez qu'en fait, il a été bien localisé dans le Pas-de-Calais, et parfois on nous dit qu'il est à 40 km d'Amiens, donc la seigneurie de Vimy est bien dans le Pas-de-Calais. Et puis un souci en fait aussi quant à la date qui est proposée, hein, c'est-à-dire plan du 14e, 15e siècle. Alors ça paraît peut-être effectivement être du détail, mais en même temps, je veux dire, les enseignants sont des spécialistes également, et il serait important que l'on veille en fait à ce que les documents qui sont reproduits dans les manuels scolaires soient bien référencés. Donc là, ça m'avait interpellé parce que avoir un document comme ça du XIVe siècle, mais n'importe quel historien serait ravi. Donc du coup, je me suis interrogée sur l'histoire de ce plan. Donc c'est un plan qui, en fait, est dans une collection privée, qui a été exploité pour la première fois par Robert Delors dans un de ses ouvrages, et qui depuis les années 90, passe dans tous les manuels de 5e ou de seconde, avec à chaque fois les dates les plus fantaisistes. Mais jamais des dates exactes. Hein. Donc là, on voit effectivement 14e, 15e siècle. Alors, petite enquête pour arriver à dater ce plan. Et j'ai trouvé un petit élément. Enfin, je ne l'ai pas fait toute seule, mais en tout cas, la recherche que nous avons faite nous a permis de nous apercevoir déjà que là, on avait une élévation du chœur qui est plus haut que le reste de la nef. Et en fait, on sait que ces travaux ont été effectués au début du XVIIe siècle. Donc déjà, on a peut-être un superbe plan, mais il n'est effectivement pas du tout daté du Moyen-Âge. Et en fait, ça a été accentué, vous savez, avec cette exigence qui était d'étudier une seigneurie à partir d'un document réel, enfin, étudier une vraie seigneurie. Donc on a cherché des vraies seigneuries. Donc c'est pareil dans ce que je vais vous proposer dans la dernière partie, hein, une proposition à partir d'un plan qui est daté du XVIIIe siècle. Mais comment étudier une seigneurie à partir d'un plan du XVIIIe siècle, mais en le confrontant avec des documents plus anciens qui sont réellement médiévaux. Voilà, mais c'est vrai que ça, c'est un... Alors c'est pareil, autre chose, je vous assure que dans tout le texte, à aucun moment, vous n'avez les mentions de réserve et de tenure. Donc on veut bien effectivement que les différentes masures qui soient représentées avec a priori à chaque fois un petit territoire bien cerné, ça peut être effectivement les tenures. Par contre, la réserve, c'est complètement... c'est posé de façon totalement aléatoire. Et là, ça échappe aussi parfois aux auteurs. On a des cas très très particuliers de plans de seigneurie tardifs, mais au moins bien référencés, intéressants, mais sur lesquels il a fallu ajouter réserve tenure, parce que c'est, disent les éditeurs, quelque chose que les enseignants attendent. Mais on en arrive quand même à effectivement un certain nombre de choses un petit peu aléatoires, ce qui est quand même dommage, parce que même si c'est pour des enfants, on peut aussi, ça ne sera pas moins riche si c'est exact.
Voilà, donc on va quitter les manuels scolaires, puis on va revenir aux archives nationales, avec comment se déroule une action que nous déployons, comme d'autres services d'archives, au sein, donc, dans le cadre de l'accueil d'une classe. Je disais, visite effectivement et découverte d'originaux, donc ça peut être dans les grands dépôts comme vous l'avez vu tout à l'heure, ça peut être également dans des parcours permanents qui sont aménagés, et donc là les élèves en fait vont découvrir, ils sont en train de m'écouter, donc du coup ils ne regardent pas le document, mais voilà donc les documents tels qu'ils se comportent, hein, avec des meubles aussi qu'il faut réfléchir, c'est-à-dire que quand on a des enfants qui arrivent, qui ont parfois 8-10 ans, ils sont pas très grands, et c'est vrai que ce genre de vitrine plate pose problème, parce qu'ils ne sont pas assez grands pour pouvoir réellement voir, donc on essaie de privilégier autant que faire se peut des vitrines inclinées. On a aussi une obligation pour les espaces muséographiques aujourd'hui de réfléchir en fait à l'accueil des personnes en situation de handicap, et c'est vrai que ce sont des vitrines qui sont plus accessibles également pour des personnes qui sont empêchées par un handicap moteur. Donc là, l'idée va être, à partir de quelques vitrines, de pouvoir montrer la variété de documents d'archives aux élèves. Donc des types de scellements, hein, une bulle pontificale scellée de sa bulle de plomb, un document qui émane de la chancellerie impériale du Saint-Empire romain germanique avec sa bulle d'or. Et là, pour le coup, si nous avons ici un original, là c'est un facsimilé. Et c'est clairement expliqué en fait dans les cartels. C'est-à-dire on sait ce qui est un original et ce qui est un facsimilé. Et puis donc diverses petites chartes en second plan, hein, dans d'autres vitrines, des plans, également des facsimilés de tablettes de cire. Donc l'idée étant d'examiner, de pouvoir montrer aux élèves à la fois les différents supports de l'écrit, que ce soit des tablettes de cire, du parchemin, du papyrus, du papier chiffon, et puis également les différentes marques d'authentification et de validation des actes, montrer la différence qu'il y a entre une charte, un registre, un rouleau, quoi. Donc ce sont autant de documents dans cette salle qui nous permettent justement de pouvoir proposer donc aux élèves l'étude de différents documents. Voilà, donc quelques exemples. Et je suis un petit peu désolée parce que l'image est pourtant normalement de bonne qualité. C'est gênant si on ferme la lumière. D'accord, donc là j'avais fait le choix en fait de sceaux qui sont en particulier des sceaux équestres. Et c'est vrai que l'étude de ces sceaux, c'est une des approches les plus classiques dans les services éducatifs d'archives, parce que pour le coup, on a effectivement un document iconographique qui semble et qui est immédiatement accessible. On va pouvoir commenter effectivement les signes de la monarchie avec un sceau de majesté. On va pouvoir étudier l'évolution de l'armement à partir de sceaux équestres. On va pouvoir étudier le vêtement, la position des femmes dans la société à partir effectivement également de sceaux de dames. Donc c'est un des incontournables qu'on a dans les services éducatifs d'archives, avec plusieurs parties qui peuvent être prises, c'est-à-dire à la fois si on veut vraiment une étude de la société médiévale plutôt privilégiée, des gros formats et du coup des reproductions en plâtre, sauf qu'on n'a jamais coulé du plâtre au Moyen-Âge. D'où effectivement également une démarche qui était de retrouver le geste avec les élèves. Donc on a également un autre atelier qui se fait avec des petites matrices en silicone qui ont été faites à partir de documents originaux et qui vont permettre en fait, avec des pâtes qui vont remplacer en fait la cire, d'avoir le même geste d'impression. Donc là on travaille directement avec nos collègues du service des sceaux, c'est-à-dire qui restaurent les sceaux, et en même temps à l'occasion de ces restaurations de sceaux, nos collègues ont énormément avancé en fait justement sur tout ce qui était technique d'apposition des sceaux. Donc ça c'est des choses que l'on va pouvoir, qui peuvent être vraiment un des sujets, et là c'est au choix du professeur, c'est-à-dire qu'il sait qu'on peut soit étudier davantage l'image, ou au contraire être davantage dans les marques de validation, d'authentification pendant une période, et on va bien sûr du sceau de cire au cachet. Voilà, donc également la possibilité, et en fonction du projet, de préparer des petites boîtes de conditionnement, puisque la conservation fait partie aussi de nos métiers, et c'est intéressant pour les enfants de découvrir cet aspect des métiers également. On peut aussi aller plus loin, c'est le cas avec une expérience que nous menons dans le cadre de cours en e-learning. Alors c'est une ouverture importante puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'aux Archives nationales, nous étions donc basés sur Paris et la Seine-Saint-Denis. Donc on reçoit bien sûr essentiellement des professeurs et des élèves franciliens,
on a un certain nombre d'élèves qui viennent effectivement des régions, qui viennent parfois également de l'étranger dans le cadre de projets spécifiques, que nous sommes très très contents d'accueillir, mais en même temps on est un SCM, un service à compétence nationale, et même si on est très content de laisser plein de travail à nos collègues des archives départementales, on est aussi très très heureux en fait de pouvoir leur montrer en fait ces archives qui sont les archives des organes centraux de l'État. Donc ça peut passer par ce type de séquence. Si vous me demandez demain de nous connecter pour justement la faire, nous sommes dans les phases expérimentales. On travaille avec une base, avec une plateforme collaborative qui s'appelle Moodle et qui nous permet pour l'instant de commencer en fait à travailler avec des classes. Donc qu'est-ce que l'on va pouvoir faire? On va pouvoir effectivement mettre sur une plateforme un certain nombre de reproductions de sauts, de photographies de sauts, et puis ensuite en fait, dans le cadre d'un échange avec l'enseignant, en fait, décider d'une séquence avec des recherches à faire. Je vous montrerai un petit peu plus loin, j'ai le détail justement d'une séquence. Et puis bien sûr, l'avantage, c'est que quand on peut lier l'e-learning et la visioconférence, toutes les interventions que nous allons pouvoir faire dans le cadre de cette expérience, les étudiants, là en l'occurrence il s'agit d'étudiants québécois, vont en fait pouvoir bénéficier de toutes les explications. Donc là en fait la séquence portait sur 4 sauts qu'ils étudiaient depuis 15 jours, avec tout un jeu de questions sur l'identification des personnages, des significations également de tout ce qui était attribut. Et puis il y avait une question particulière là, sur l'évolution de l'armement. Alors je l'ai choisi parce que c'est aussi en lien avec notre propos, le thème de ces journées. Donc là, effectivement, un saut qui nous permet de voir toute une série d'applications d'évolution de l'armement, c'est-à-dire que le home à nasal a totalement disparu. Désormais, en fait, on a un home qui couvre l'ensemble du visage, avec juste l'espace pour les yeux et puis les trous pour la respiration. Et puis, on voit déjà que la forme du timbre, en fait, a changé. Elle est désormais un petit peu ovoïde et non plus plate, comme c'était le cas au départ. Pourquoi? Parce que tout simplement, les coups d'épée permettaient d'entailler et donc de blesser éventuellement le chevalier, alors que là, avec une forme qui est beaucoup plus arrondie, en fait, ça va ripper. En même temps, le fait d'avoir un home qui est plein, eh bien, on va pouvoir également changer la forme de l'écu, qui était beaucoup plus arrondie parce qu'il protégeait la base du visage. Là, désormais, on va pouvoir l'abaisser. Et là, on voit tout ça, effectivement, simplement en comparant quelques sauts. Puis, bien sûr, on aperçoit le haubert. L'épée également, qui est devenue beaucoup plus longue que la période précédente. Elle s'est allongée, elle est beaucoup plus lourde, parce qu'il va falloir aussi davantage entailler une armure qui protège davantage son porteur. Donc voilà pour les quelques explications. L'avantage là, c'est qu'on est aussi dans des explications qui sont dynamiques. Là, c'est un peu statique, parce que c'est une photographie prise à un instant donné, mais ça permet effectivement, par le biais du dessin, puis bien sûr du commentaire que l'on va pouvoir faire en même temps, de pouvoir animer cette vision des sauts. Donc voilà pour cette expérience. Alors pareil, je passe toujours sur les classiques que nous pouvons avoir dans les services d'archives, comme cet armorial. Celui-ci, c'est l'armorial Le Breton, qui va être pour nous le prétexte, avec d'autres, pour décliner en fait des ateliers héraldiques. Donc systématiquement, voilà, l'idée c'est que les élèves vont avoir un visuel qui est presque plus informatif qu'à renseigner. L'idée quand ils viennent aux archives, c'est qu'ils regardent l'original. C'est pas qu'ils passent du temps à répondre à un questionnaire. Vous savez comment ça se passe. Il y a l'angoisse de l'évaluation, donc on se préoccupe au bout d'un moment davantage finalement d'aller regarder ce qu'a écrit le voisin pour remplir aussi sa feuille. Alors, et du coup, en fait, avoir sorti l'original, mais ils n'en profitent pas comme on le voudrait. Donc en fait, l'idée c'est surtout de s'arrêter sur des éléments de chronologie, parce que c'est quand même important de poser les choses dans le temps, puis également des renseignements vraiment notionnels sur le vocabulaire spécifique, par exemple, que l'on va étudier et qu'on va utiliser dans le cadre d'un atelier comme celui-ci, pour avoir après ce type de production où on adjoint en fait aux notions et aux connaissances, en fait aussi un peu le ludique, puisque ça c'est un des principes de nos ateliers également. Il se découpe toujours en fait en 3 temps. Un premier temps en fait où on explique ce que sont les archives, pourquoi on les conserve. Un autre moment en fait où on va
apporter des connaissances, et puis après en fait une réappropriation de ces connaissances par la production alors d'un objet qui peut être technique, artistique, voire d'une restitution. On le verra un petit peu plus loin tout de suite, tout à l'heure. Voilà. Bien sûr, je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette photo. J'ai trouvé belle, je ne sais pas. Un petit moment de fatigue peut-être. En tout cas, oui, voilà. Bien sûr, le rapport plus direct à l'écrit. Alors soit par l'intermédiaire de ces registres. Là, on est dans la mairie du Parlement, sur le site de Paris. Donc un très 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 beau lieu qui est tout aussi impressionnant que le dépôt Napoléon III par lequel généralement on commence la visite. Et puis à partir de ces registres, chartes, diplômes, des ateliers bien sûr d'écriture. Donc là on voit une jeune fille avec une plume d'oie. Ce serait vous mentir de vous dire que tous les élèves écrivent à la plume d'oie. Généralement ce sont des enfants qui travaillent sur plusieurs séances avec nous. Donc on va commencer généralement très modestement par le calame, qui a un avantage d'être facile d'utilisation, avant de passer à la plume métal. Et la plume métal, c'est un bel anachronisme quand on travaille sur l'écrire au Moyen-Âge. Et puis effectivement, après, éventuellement, on passe à la plume d'oie. Mais il faut quand même avoir des nerfs d'acier, parce que si vous avez 25 élèves qui écrivent tous à la plume d'oie, le crissement sur le papier ou le parchemin peut être assez redoutable. Puis c'est comme du matériel effectivement qui est assez onéreux. Donc on va vraiment l'utiliser dans les phases un petit peu très avancées, quand on a des élèves qui viennent avec des projets auprès de nous. Et puis sinon, à côté de ces ateliers d'écriture, on est parti également de motifs qui sont sur les chartes. Nous avons isolé pour réaliser des lettrines, donc sur parchemin végétal, avec tout simplement de la gouache, plume et pinceau. Voilà, dans le cadre de réalisation de lettres initiales. On propose en fait aux enfants soit de reprendre des motifs qu'on a vus lors de l'exposition, soit éventuellement, si c'est un atelier plus art plastique, éventuellement d'introduire de nouvelles images. Et puis bien sûr, je vous parlais tout à l'heure de l'exposition Charte ornée, ça a été pour nous le début, le commencement d'ateliers dans le Minur, sur parchemin véritable. Donc là, phase effectivement de préparation de ce parchemin. Donc on a des parcheminiers qui préparent la peau, mais il faut encore parfois la passer un petit peu à la ponce de soie pour achever de la dégraisser, la rendre aussi plus blanche, pour pouvoir après effectivement supporter davantage les pigments. Voilà, phase de dessin, de reproduction d'un modèle, cette fois-ci sur papyrus, et puis donc travail d'élève, réalisé là sur parchemin véritable avec des pigments et de l'or minéral. Donc là, on a tout simplement effectivement fait l'acquisition de pigments, on a fait l'acquisition d'or, on a fait l'acquisition également de liants, comme tout simplement de la gomme arabique. Et puis, plus récemment, on a expérimenté, vous avez remarqué tout à l'heure que le jardin de Soubise, enfin des Soubise, c'est aussi un jardin, et en accord avec la personne qui est chargée de ces espaces, nous avons aujourd'hui en fait un jardin médiéval qui nous permet éventuellement d'aller chercher un certain nombre de plantes pour justement réaliser les pigments. Alors c'était un petit peu difficile parce que notre collègue jardinier nous a dit « Ah, c'est sensationnel !» Il nous a sorti plein de beaux mots latins pour nous désigner les plantes qu'on voulait. Et après, quand on lui a dit « Maintenant, est-ce qu'on peut les cueillir ?» Il dit « Ah non, je plante des fleurs, c'est pas pour vous me les massacrier. » Mais on arrive à un point d'entente quand même. Et à défaut, effectivement, on achète également des végétaux qui peuvent permettre de travailler avec toute la démarche, toute la chaîne effectivement qui va être de la préparation de pigments jusqu'à son application sur le parchemin. Voilà, donc je parlais tout à l'heure d'échanges interdisciplinaires, donc on s'est aussi intéressé en fait aux encres, ce que nous avons sur nos documents écrits. En retrouvant, alors c'est relativement aisé, hein, vous avez des recettes d'encre médiévales sur internet qui sont très faciles à trouver. Après il faut les mettre en application. Vous remarquez dans la recette, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, c'est peut-être un petit peu petit, mais c'est l'avantage justement, c'est une des raisons pour laquelle j'avais choisi ce format plutôt qu'un PowerPoint, c'est qu'on peut facilement, voilà, zoomer, saisir un pot de terre avec 8 livres d'eau, pour l'instant pas de souci. Ensuite, 1,5 livre de noix de Galles et écrase bien. Donc, c'est ce que nous avons ici fait. Nous avons fait donc macérer de la noix de Galles pendant 15 jours.
Ensuite, il va falloir effectivement faire bouillir jusqu'à ce que soit réduit de moitié, puis prend 3 onces de gomme arabique et écrase bien, que la gomme soit versée, puis que cela bouille jusqu'à réduction de moitié. Ensuite, retire du feu et puis prend 4 onces de vitriol et une livre de vin un peu chaud. C'est là où ça commence à se gâter par rapport à la recette, il va falloir l'adapter effectivement. Alors pourquoi effectivement du vitriol? Parce que on va en fait nous trouver un substitut qui va être utilisé en fait un sulfate de fer ou de cuivre qui est d'un des composants du vitriol. Donc là on pourra manier effectivement une substance qui ne sera pas dangereuse pour les élèves. Tu dois mélanger le vin, le vitriol dans un autre vase, puis l'ajouter peu à peu à l'encre. Et en fait, c'est ce qu'on voit sur nos images, ce qu'on a fait donc avec les élèves. Là, en se délocalisant bien sûr dans un établissement et avec la complicité du professeur de physique-chimie. Nous avons fait macérer les noix, nous avons ensuite filtré le contenu, c'est ce que l'on voit ici. Une fois cette petite décoction, nous l'avons donc fait bouillir, réduire, comme indiqué. On prépare pendant ce temps-là le sulfate de fer qui va être ajouté à la substance. Et puis on broie la gomme arabique. Voilà, donc quelques images pour montrer également, pendant que c'est en train de réduire, l'élève qui est en train de réduire sa gomme arabique. Et puis ensuite, on ajoute donc sulfate de fer et gomme arabique. Et en fait, les tanins qui sont contenus dans cette solution vont réagir à la fois au contact de l'oxygène et du sulfate de fer ou de cuivre. Et on va avoir en fait une encre qui va être noire et que l'on va pouvoir ensuite directement en fait, appliquer dans le cadre d'une séquence de calligraphie. Donc c'était donc un exemple concret d'utilisation également de ces encres pour les élèves qui sont arrivés comme tous les élèves de seconde, un petit matin à 8 h en se disant mais à quoi va-t-on jouer aujourd'hui, et qui petit à petit sont vraiment animés parce qu'on était quand même dans quelque chose de très très concret. On ne s'est pas arrêté là, on a continué après aux Archives nationales. 15 jours après, ils sont venus avec les documents qu'ils avaient réalisés. C'est-à-dire qu'au moment où vous posez cette encre furogalique sur le papier, les dégradations et les oxydations commencent. Et ce sont des encres qui sont acides. Donc là, l'idée était effectivement de mesurer l'acidité des encres. Nous avons fait ça donc, dans les ateliers de restauration des Archives nationales. Et notre collègue, à la fois, donc, explique comment, effectivement, pourquoi ces encres sont acides et quel est le processus qui se met en route au moment où on les pose. Donc là, on a des séquences qui permettent, effectivement, d'avoir des projets pédagogiques qui allient le professeur d'histoire avec le professeur de mathématiques, à partir, le point de départ étant un document d'archives. Alors pour l'instant, on ne s'est pas beaucoup intéressé en fait au contenu, à l'écrit. On voit tous les moyens détournés, nous avons travaillé avec des documents d'archives, mais sans véritablement entrer dans ce document. Je l'ai repris. Et là, effectivement, en fait, on a eu l'idée de faire des séquences de paléographie avec des élèves pour les faire entrer dans la séquence. Alors on n'a pas commencé avec un document médiéval, on l'a d'abord expérimenté avec un document du XVIIIe siècle, et ça s'est passé comme dans tous les cours de paléographie, sauf que les adultes ont souvent énormément de réserves par rapport, quand on fait certaines formations avec des enseignants, on sent effectivement que c'est difficile de se mettre en difficulté. Les élèves, en fait, au quotidien, ils sont dans des situations d'apprentissage et ils sont effectivement beaucoup plus spontanés dans leurs réactions. Et on s'est aperçu finalement qu'il y en avait toujours un dans la salle qui arrivait à lire le document. Et le voisin disait « mais comment tu fais ?» Et puis il continuait, donc du coup, des élèves qui au départ avaient rejeté le document en disant « c'est impossible », ont commencé à regarder. Et là, si vous avez fait un petit peu de paléographie, en fait, il y a des gens qui vont faire de la paléographie pendant 6 mois, ils y arriveront à rien, et d'autres pour lesquels ça sera très spontané. Et ça s'explique pas. Hein. Il y a effectivement, on a plus ou moins de facilité, et c'est pareil dans une classe. Et on s'est aperçu finalement aussi que c'était pas forcément le meilleur élève qui avait le plus de facilité pour lire ses écritures, et que c'était une très très bonne façon de faire entrer les élèves dans la séquence. Alors après, on s'est dit 18e, il y a des documents qui sont difficiles à lire au XVIIIe siècle, il y en a qui sont très faciles à lire, qui datent du Moyen-Âge, qui sont en français. Donc on a continué en fait avec des documents d'abord accessibles, d'abord aussi en français. Et puis en même temps, il fallait pouvoir commenter ces documents, leur expliquer comment ils étaient composés pour s'y retrouver. Donc là, c'est une proposition en fait de découpage un peu simplifié d'un diplôme médiéval avec le sceau,
Et puis après, les différents titres. Alors bien sûr, ça, ce n'est pas pour des élèves de primaire, ni pour des élèves de 5e. On l'a abordé avec ou des élèves plus grands, ou même des étudiants de licence. Mais au moins, effectivement, arriver à retrouver des grandes articulations d'un texte pour comprendre comment ça fonctionne. C'est rentré donc sur notre plateforme collaborative, avec la possibilité de pouvoir mettre en pratique avec d'autres exercices, avec des liens également, parce que finalement, très rapidement, quand on a déterminé effectivement que nous avions des parties bien distinctes dans un diplôme médiéval, là je parle vraiment d'un diplôme, hein, c'est un type de charte royale très spécifique, qui est assez stéréotypé dans la chancellerie royale française. Donc à partir effectivement de là, il fallait pouvoir commencer à rentrer dans le texte. Et on a commencé à proposer en fait la lecture des notes tironiennes, ce que vous avez ici, en fait un peu comme un code. Et là, ça marche même avec des plus jeunes. C'est quelque chose qu'on a pu faire avec des élèves de 5e, 4e, 3e, dans le cadre de cours de latin, parce que là, le document est en latin. Et si je reviens à mon document initial, je grossis, voilà, on va s'apercevoir effectivement, au moment de l'étude du texte, qu'il y a toute une série en fait, de petites abréviations qui montrent qu'un certain nombre en fait, de mots sont tronqués sur des abréviations. Donc on les appelle les notes tironiennes, du nom de Tiro, c'est le secrétaire donc, de Cicéron, qui avait inventé ce système pour prendre en note le discours de son maître plus rapidement, et qui sont donc en usage au Moyen-Âge. Et l'avantage d'utiliser les documents les plus anciens, c'est que les abréviations sont très bien formées. Après, effectivement, quand l'écriture devient cursive, la lettre et l'abréviation ont tendance en fait à se fondre, et là ça devient plus difficile. Donc on commence généralement par des documents qui sont peut-être plus anciens, mais qui sont très lisibles pour ces questions. Voilà. Ensuite, on va pouvoir continuer effectivement en soumettant des textes, hein, comme celui-ci, et en les accompagnant en direct auprès des élèves. Donc voilà, et puis là, Charles, par la grâce de Dieu, roi de France. Et en fait, là, on a même finalement relativement peu d'abréviations, hein, mais que selon, voilà, on voit la une ici par exemple, jusqu'à l'heure, etc. Joël. Alors, on revient avec des élèves un peu plus jeunes, c'est des élèves de seconde. Une séquence donc sur documents d'archives. Donc vous voyez effectivement, ils ont sous les yeux, protégés par une vitrine basse, le document en original. Et puis on a mis à leur disposition, en fait, à chaque fois des images numérisées de ces documents, pour qu'ils puissent annoter directement dessus. Et faciliter donc leur compréhension. Ce sont des documents qu'on ne donne pas comme ça, sans un accompagnement. Il y a effectivement une grille de lecture. On est présent auprès d'eux pour pouvoir aussi les aider et lever certains écueils. Et l'idée en fait était de faire travailler les élèves en binôme, chaque binôme sur un document spécifique, avec après à la fin en fait une restitution en séance plénière. Alors la restitution, c'est une des photos de la restitution, je trouve assez intéressante parce que à chaque fois on demande donc qu'il y ait un rédacteur de la grille de descriptif de documents et puis un rapporteur qui va en fait présenter au reste du groupe le document d'archives. Et là ce qui est quand même assez intéressant, c'est la façon dont l'élève désigne à ses camarades une des articulations du texte. Donc là ils sont en train en fait de commenter un censier du XIVe siècle étant français, qui concerne un censier d'Aubervilliers, parce que ce sont des élèves d'Aubervilliers, et l'idée aussi était effectivement de mettre à leur disposition des documents en fait, qui concernaient directement leur commune. Et vous avez remarqué qu'on a également des documents graphiques, hein, des plans d'Aubervilliers, avec des liens en fait, entre les lieux cités dans le censier et puis les lieux qu'ils pouvaient retrouver sur la carte, qui sont parfois effectivement des lieux également qui existent encore aujourd'hui, hein, soit dans la toponymie ou même, ça parfois associé à des noms de rues tout simplement. Donc là pour l'instant c'était effectivement plutôt une exploitation donc, en
de documents en français. Et puis, tout simplement, un professeur qui accompagnait son collègue d'histoire se déclare à la fin d'une visite en disant « Moi, je suis professeur de latin, et tout à l'heure, vous avez présenté des documents. Moi, je rêve de faire une séance sur des documents en latin. » Donc, entre-temps, les épis sont passés par là. Nous avons les cultures et langues de l'Antiquité. Autant vous dire que c'est une proposition que l'on a enrichie, justement. L'idée étant de partir de ce document. Et puis, de proposer donc un premier travail sans la transcription, mais simplement de lecture du document avec les élèves, justement, grâce à notre petit code secret de Thiraud, et puis après leur soumettre également du vocabulaire issu du latin classique, et puis au contraire après du latin des manuscrits médiévaux, hein, puisque effectivement on s'aperçoit que l'ensemble des documents, des mots qui sont contenus dans ce texte, on a à peu près 50% de mots qui apparaissent, qui sont soit issus du bas latin, soit qui sont des mots issus de la langue vernaculaire ou des mots germaniques qui en fait vont tout simplement prendre des désinences latines, mais qui ne sont pas d'origine latine. Voilà, donc ça permet d'avoir déjà le vocabulaire qui va être nécessaire en fait, pour faire un travail de traduction après avoir participé en fait, à un travail de transcription. Donc là, je vous le disais tout à l'heure, j'avais choisi ce texte parce qu'il n'est pas non plus trop difficile. Il surprend parce que pour ceux d'entre vous qui font du latin, in nomine sancte et individue trinitatis, on devrait lire sanctae et individuae, et c'est la raison pour laquelle également, là, l'échange avec le professeur de latin est très important. Moi, je pratique le latin médiéval, mais je suis absolument incapable d'enseigner le latin classique, et en fait, ce sont des séances que l'on fait vraiment à deux voix, aussi sur le plan grammatical. Après, effectivement, on a choisi un texte qui est relativement aisé à traduire, Philippus, donc on reconnaît un nominatif, donc Philippe, Dei gratia francorum rex, donc par la grâce de Dieu, roi des Francs, et puis ensuite, bien sûr, nous avons la notification, quod, voilà, nous faisons savoir que, on cherche le verbe, donavimus, nous donnons in perpetuum, à perpétuité. Il faut que j'accélère ? Il faut qu'on fasse ça. D'accord. Mais je crois que c'est bien parce que j'arrive presque au bout. Il nous restera ainsi 5 minutes pour des questions. D'accord. Si vous voulez bien. Absolument. Voilà. Donc en fait là, l'idée étant bien sûr de pouvoir travailler directement quand même sur un document authentique avec des élèves. Bien. Et puis bien sûr après les travaux donc, de transcription, la possibilité pour les élèves de profiter de ce vocabulaire pour à leur tour produire un document. Très bien, merci beaucoup. Voilà, donc... Est-ce qu'il y a des questions en espérant que... Ah, oui, donc merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. Vous nous avez parlé de la base Archim. Éventuellement, est-ce qu'il y a des ressources de vos services que l'on peut utiliser sur Internet ? Oui. Vous avez parlé à un moment d'une plateforme collaborative, mais c'est peut-être propre interne à vos services. Alors la plateforme collaborative est pour l'instant vraiment expérimentale. L'idée effectivement ensuite est de faire de la même façon que nous faisons des ateliers en présentiel, ça serait de faire des ateliers à distance. Donc la possibilité pour un établissement, la condition effectivement d'avoir le matériel informatique nécessaire, ça peut être simplement une salle informatique, sans avoir forcément le TBI, mais pouvoir animer en fait vraiment une plateforme en e-learning. Donc là pour l'instant en fait nous sommes vraiment dans les phases expérimentales et on va commencer à travailler avec 2 établissements scolaires, l'un situé donc, du côté de Dreux et l'autre de Pontarlier. Donc on espère après effectivement convaincre par ce type de pratique pour aussi en fait nous-mêmes nous équiper davantage. Pour la base Archim, en fait, elle est vraiment directement accessible et vous avez la possibilité à la fois donc, de projeter dans les classes, mais également en fait, d'enregistrer les documents, de les imprimer et de tout à fait librement travailler avec les élèves. Ce n'est pas soumis à droit, il y a juste dans le cadre de publication où il faudrait effectivement naturellement venir vers les services d'archives pour demander les autorisations. Merci beaucoup. Je vous remercie.